Je me tourne vers Natacha Vesnic qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer, Natacha, avec la presse africaine qui revient bien sûr sur les résultats du référendum en Côte d'Ivoire sur la nouvelle constitution. Oui, comme le dit le site d'information abidjan.net, c'était prévisible. Le oui l'a emporté largement avec 93,42% des suffrages. Le site qui nous rappelle que l'enjeu principal de ce scrutin, c'était le taux de participation après l'appel au boycott de l'opposition. Taux de participation qui s'élève, lui, à un peu plus de 42%, avec une énorme disparité entre le sud et le nord du pays. Le nord traditionnellement acquis au président Ouattara. Pour le journal burkinabé, le pays, pas de doute, ce faible taux de participation a ravi la vedette au oui largement majoritaire. Alors le journal burkinabé s'interroge ce matin, pourquoi les Ivoiriens ont-ils boudé ce référendum visant à doter le pays d'une constitution censée tourner la douloureuse page du passé? Eh bien pour le journal, c'est parce que les Ivoiriens soit ont développé une phobie politique, soit sont blasés parce qu'ils n'espèrent plus rien des élites politiques et parce qu'ils estiment que les dés étaient déjà pipés avant le scrutin. Ce scrutin controversé aura en tout cas été utile, nous dit le pays ce matin, puisqu'il constitue un signal d'alarme envers les classes politiques dirigeantes ivoiriennes qui doivent prendre leurs responsabilités. Et Ouattara, le président Ouattara, est le premier interpellé. Mais entendra-t-il raison? Voilà la question posée ce matin par le pays au lendemain de ces résultats sur le référendum en Côte d'Ivoire. On parle beaucoup ce matin sur notre antenne de la bataille de Mossoul, bataille qui est aussi évidemment à la une de la presse irakienne. Oui, le journal pro-gouvernemental Azaman fait l'éloge d'une armée irakienne dans laquelle les chefs et les soldats sont tous égaux. Le journal qui célèbre aussi la collaboration entre l'armée régulière, mais aussi les milices chiites et les peshmerga kurdes. Une collaboration qui est relayée grâce à la présence sur le terrain, nous dit le journal, des journalistes du monde entier. Alors le journal applaudit cette présence des journalistes. D'autres diront que cet accès au terrain est un outil de propagande du gouvernement irakien. Le Wall Street Journal, lui, s'intéresse aussi à cette bataille de Mossoul et notamment au réseau téléphonique qui, vous le savez, avait été coupé par les djihadistes. Alors maintenant qu'il a été rétabli, l'armée espère que les habitants de Mossoul vont se servir de leur téléphone pour appeler et donner des informations à l'armée sur les djihadistes. Les compagnies de téléphone, nous dit le journal, proposent même des forfaits très bon marché aux habitants de Mossoul pour les inciter à communiquer avec l'extérieur. D'accord. La presse du monde entier, évidemment, suit ce qui se passe aux États-Unis, la campagne présidentielle. Vous vous intéressez ce matin à ce qu'on voit dans la presse britannique et américaine. Oui, je vous propose de commencer avec un dessin du New York Times qui se moque du patron du FBI, qui, pour le contexte, je vous le rappelle, a révélé que de nouveaux emails avaient été retrouvés sur l'ordinateur d'une ancienne collaboratrice d'Hillary Clinton, sans même savoir ce que contenaient ces courriels. Alors voilà ce dessin. Nous sommes dans un isoloir et il y a un avertissement du FBI au moment où l'électrice s'apprête à voter pour Hillary Clinton. Attention, vous vous apprêtez à voter pour une candidate qui pourrait ou pas faire l'objet d'une enquête du FBI pour des emails que nous n'avons pas encore lus. Voilà pour ce clin d'œil du New York Times. The Guardian lui propose un abécédaire pour enfants pour mieux comprendre ce qu'il se passera en cas de victoire de Donald Trump. Alors voilà, 26 dessinateurs ont donc imaginé une illustration. Je vous propose de nous arrêter à la lettre D. D comme diplomatie. Et pour Trump, selon le dessinateur, eh bien faire de la diplomatie, c'est recourir à des bombardements nucléaires. Comme ça, juste pour le sport. Voilà, du côté du Wall Street Journal, Vincent s'intéresse au stress des électeurs américains. Ils perdent le sommeil, les électeurs américains, à 7 jours de l'élection présidentielle. Un psychiatre de l'université Columbia de New York dit qu'un tiers de ses patients mentionnent les élections quand ils viennent le voir et disent que cela a des conséquences sur leur sommeil. Les femmes, particulièrement, ont des problèmes puisqu'elles se disent très inquiètes par les propos tenus par Donald Trump sur les femmes. Je vous propose de terminer avec une infographie, Vincent, du Washington Post, cette fois-ci, qui montre que décidément les deux candidats n'ont pas le vent en poupe. En fait, on apprend que tout est plus populaire que Hillary Clinton et Donald Trump. Alors, il faut cliquer, je ne peux pas vous le montrer en direct, mais il faut cliquer un peu sur les pastilles que vous voyez un peu partout. Et puis, on voit que le féminisme a une meilleure cote de popularité qu'Hillary Clinton et Donald Trump. Le patinage artistique
touristique est lui aussi plus populaire. Le dressage des chevaux également. Bref, vous l'aurez compris, le nouveau locataire de la Maison-Blanche aura du travail pour redorer son image. Ouais, il y a du boulot, effectivement, après cette campagne. Merci, merci Natacha Vesnić pour cette revue de presse internationale.